« 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui, lui, est parfaitement naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. Conséquence, l'effet de serre s'intensifie. Le surplus d'énergie introduit aujourd'hui par l'homme dans la machine climatique est à peu près l'équivalent de 3 petites bombes atomiques explosant à chaque seconde. Non, cette voiture ne se gare pas toute seule. Malgré tout, c'est quand même l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'elle est électrique. Et les voitures électriques sont bien souvent considérées comme une solution idéale à nos problèmes écologiques. C'est en tout cas ce que laissent entendre plusieurs décisions politiques. Le plan climat, présenté en 2017 par Nicolas Hulot, prévoit jusqu'à 8 500 € d'aide pour l'achat d'un véhicule électrique. Et de nombreux pays, comme la France, mais aussi et surtout la Chine ou l'Inde, ont annoncé l'interdiction des véhicules essence ou diesel d'ici 2040. Pour l'UE, c'était décidé. Afin d'atteindre les objectifs climatiques européens, plus aucune voiture neuve à moteur thermique ne pourra être vendue à partir de 2035. Pourtant, au dernier moment, l'Allemagne a préféré freiner. Alors, le moteur thermique va-t-il vraiment disparaître? Pour faire le tour du problème, nous avons rencontré Jan Huitema, député européen qui a négocié la fin du moteur thermique pour le Parlement européen, Julia Poliskanova de l'ONG Transport et Environnement et Andreas Rade de l'Association allemande de l'industrie automobile. Pendant longtemps, l'industrie automobile n'a pas eu à s'inquiéter des valeurs limites de CO2. Angela Merkel, chancelière allemande de 2005 à 2021, s'est régulièrement engagée contre des plafonds européens plus stricts. Son argument, des seuils plus sévères entraîneraient des pertes d'emplois dans l'industrie automobile outre-Rhin. Mais plusieurs constructeurs allemands et européens ont équipé leurs véhicules de technologies qui faussaient les tests d'émissions, le fameux scandale du Dieselgate. Jusqu'en 2015, tout le monde était convaincu que les normes européennes en matière de CO2 ne pouvaient être respectées qu'avec des véhicules diesel, car les constructeurs de l'époque axaient leur publicité sur l'affirmation que les voitures diesel polluaient moins que les voitures à essence. Le Dieselgate a mis en lumière le caractère mensonger de cette affirmation. Avec l'effondrement des ventes des véhicules diesel, les constructeurs automobiles ont enfin commencé à investir dans les véhicules électriques. Dès lors que les tricheries de la technologie diesel ont été révélées, le diesel est devenu obsolète et les véhicules électriques sont apparus comme la seule alternative crédible pour respecter les normes de CO2. Et puis, il y a eu l'accord de Paris sur le climat en 2015 qui a abouti 4 ans plus tard au Green Deal, le pacte vert européen. Des lois dont l'objectif est de rendre l'UE climatiquement neutre d'ici 2050. L'un des points clés du Green Deal, le carton rouge pour le moteur thermique. À partir de 2035, les voitures et utilitaires neufs à moteur thermique seront interdits à la vente dans l'UE. Les voitures d'occasion pourront toujours être vendues. La durée de vie moyenne des véhicules étant estimée à 15 ans, il ne devrait donc plus rester de voitures émettant du CO2 en 2050. Pour l'industrie automobile, l'arrêt du moteur thermique est un vrai bouleversement. Cela a évidemment des répercussions énormes. Il faudra refonder toute la chaîne d'approvisionnement et les relations entre les constructeurs et les fournisseurs. Il faudra aussi s'approvisionner en matières premières. Les négociations sur la fin du moteur thermique et sur les nouvelles normes de CO2 ont pris plusieurs années. Mais le Conseil des États membres, puis le Parlement européen en février 2023, ont finalement validé le texte. Et comme toujours pour les lois importantes, la Commission et les parlementaires ont eu affaire au lobby. Tous les groupes d'intérêt concernés par cette loi ont pris position. Les constructeurs automobiles, bien sûr, mais aussi les fournisseurs qui jouent un rôle important en Allemagne.
Il a également fallu tenir compte des entreprises pétrolières, des ONG et des associations de consommateurs. À ce stade, tout était décidé. Tout le monde était d'accord pour considérer que l'avenir appartenait à la voiture électrique. Même l'industrie automobile s'y était plus ou moins préparée, jusqu'à des interférences en provenance de Berlin. En mars, l'Allemagne bloque un vote au Conseil des États membres qui ne devait être qu'une formalité. Une manœuvre initiée par le FDP, le Parti libéral-démocrate allemand, qui a réussi à imposer une exception. La Commission européenne a accepté l'idée que nous proposions, à savoir que les véhicules neufs à moteur thermique resteraient autorisés après 2035, à condition qu'ils fonctionnent avec des carburants de synthèse. C'est positif, car cela nous donne davantage d'options pour organiser les mobilités de demain de manière climatiquement neutre. Pour Greenpeace et d'autres ONG, cette exception est un fiasco écologique. Les Verts, partenaires de la coalition gouvernementale allemande, ont également protesté. L'industrie automobile se veut diplomate. Cette décision a surpris tout le monde. La manière dont les choses se sont passées est en décalage avec les pratiques auxquelles l'Europe est habituée. C'est pourtant une décision qui fait sens car elle ménage la possibilité de développer les e-fuels pour continuer à autoriser les véhicules à moteur thermique après 2035. Mais que les choses soient claires, ce n'est qu'une option secondaire. L'option principale, ce sera la mobilité électrique. Cela ne fait aucun doute. Le but est de définir ce qu'est une voiture à carburant de synthèse et quelle est la quantité de CO2 émise par une telle voiture. Ce sera l'objet de cette clause proposée par la Commission. Mais dès 2035, plus aucune voiture émettant du CO2 ne devra être mise sur le marché européen. L'objectif de départ reste inchangé. La quantité d'électricité nécessaire à la production des e-fuels est très élevée. Avec la quantité d'énergie pour une voiture roulant à l'e-fuel, on peut faire rouler 7 voitures électriques. C'est très inefficace et ça ne devrait être employé qu'avec des moyens de transport difficiles à équiper avec de l'hydrogène, des piles à combustible ou des batteries électriques. Alors le premier point qui est mis en avant, c'est que la voiture électrique, elle émet pas de CO2 quand elle roule. Pour rappel, le CO2 c'est un gaz produit lorsqu'on brûle une énergie fossile, du charbon, du pétrole et donc de l'essence ou du diesel. Ça agit sur l'effet de serre, donc ça réchauffe l'atmosphère. En France, les transports représentent 30% des émissions de CO2. On peut donc se dire que rouler en voiture électrique, c'est produire moins de CO2 et donc éviter d'accentuer le réchauffement climatique. Alors ça pourrait être vrai, mais il faut prendre en compte deux choses. La construction de la voiture et l'énergie nécessaire pour recharger ses batteries. D'abord, avant même d'être mise sur la route, une voiture électrique a déjà produit un paquet de CO2. 50% de plus qu'une voiture thermique. Car sa batterie et son moteur sont complexes à construire et demandent davantage de matières premières. Ces matières premières, ce sont notamment ce que l'on appelle les métaux rares. Du cobalt, du graphite, du lithium, du manganèse, du nickel, etc. Des métaux recherchés pour leurs propriétés chimiques uniques, mais dont l'extraction demande beaucoup d'énergie, comme le néodyme par exemple. Le néodyme, j'en ai ramené un petit morceau de Chine, ça ressemble à ça. Guillaume Pitron est journaliste. Il est l'auteur d'une longue enquête sur les coûts environnementaux de l'extraction des métaux rares. Donc ce petit morceau-là pèse 24 grammes. Pour extraire ce morceau de 24 grammes, il faut 600 kg de roche. On trouve dans les voitures électriques jusqu'à 4 kg et demi de ce néodyme. Ça veut dire qu'il faut extraire 91 tonnes de roche pour parvenir à purifier environ 4 kg de ce métal qu'est le néodyme, qui lui-même intervient dans la composition de la plupart des moteurs des voitures électriques. Et puis tout ça demande de grosses ressources en eau et des produits chimiques qui polluent l'environnement. L'eau mélangée à des produits chimiques va permettre de raffiner le métal, mais cette eau usée est généralement, quand ça se passe en Chine, rejetée sans être traitée dans les écosystèmes. Face à ça, les constructeurs affirment prendre des mesures. Tesla, par exemple, a mis en place un code de bonne conduite pour ses fournisseurs. Mais ceux-ci sont nombreux et ne sont parfois que des intermédiaires. Le constructeur américain reconnaît donc qu'il lui est parfois encore difficile de savoir précisément où ont été extraits les métaux qui lui sont vendus. Ça c'est donc pour la partie production.
Mais ensuite, une fois que la voiture est sur les routes, il faut la recharger en électricité et donc produire cette électricité en amont. Or, dans de nombreux pays comme la Chine, les États-Unis ou l'Allemagne, on continue avant tout de brûler du charbon ou du gaz. Dans ces cas-là, la voiture électrique n'est pas vraiment plus écologique. Elle ne fait même que déplacer le problème. En bout de chaîne, les Berlinois, New-Yorkais ou Pékinois ne sont peut-être plus intoxiqués par les pots d'échappement, mais en fait, la pollution est toujours produite, un peu plus loin, dans les lieux de production d'énergie, en dehors des villes. Alors en France, en revanche, la situation est différente. Chez nous, la source principale d'énergie, c'est le nucléaire. Et même s'il a bien d'autres problèmes, le nucléaire ne produit pas de CO2. Donc si une voiture électrique produit beaucoup de CO2 lors de sa construction, elle n'en produit pas ensuite, alors qu'une voiture thermique, elle, en produit toute sa vie. Alors la dette carbone entre guillemets du véhicule électrique à sa fabrication, elle est rapidement épongée, si je puis dire. Aurélien Schuller est consultant. Il est l'auteur de plusieurs études sur la mobilité électrique. Au bout de 30 à 40 000 km, du fait de l'avantage à l'usage du véhicule électrique, le bilan carbone entre les deux types de véhicules s'équilibre entre le thermique et l'électrique. Finalement, au cours de tout son cycle de vie, et dans un scénario où l'énergie qui a produit l'électricité ne vient pas des énergies fossiles, une voiture électrique produit 2 fois moins de CO2 qu'une voiture thermique. Bon, mais globalement, on n'est pas encore dans ce cas de figure. Dernière problématique, la question du recyclage. Les ventes de voitures électriques sont en train d'exploser. On en a vendu plus d'1 million en 2017, soit 50% de plus que l'année précédente. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. En moyenne, une batterie de voiture électrique a une durée de vie de 8 à 10 ans. Et selon les experts, d'ici une décennie, les batteries usagées pourraient dépasser les 100 000 tonnes par an. Problème, leur recyclage est compliqué. Aujourd'hui, extraire des métaux dans une mine revient moins cher à un fabricant de voitures que de recycler d'anciens métaux. Mais la situation pourrait évoluer. À ce stade, il n'y a pas encore assez de véhicules électriques qui sont en fin d'utilisation pour qu'il y ait suffisamment de volume permettant des recyclages économiquement rentables. La mobilité sera plus propre, plus sûre, plus numérique. Et il faudra également réfléchir à la manière dont nous pourrons mieux interconnecter les différentes formes de mobilité existantes. Nous allons avoir besoin de technologies à zéro ou à faible émission de carbone. Mais nous devrons aussi changer nos comportements. Et ça passe par moins de voitures, par des voitures plus petites, des véhicules partagés, etc.